Un petit boîtier qui filme en 4K 100 images par seconde avec un des meilleurs autofocus du marché pour un prix hyper intéressant. Voici le nouveau Sony A6700 et vous allez voir qu'il m'a pas mal bluffé. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va parler du dernier boîtier de la très connue gamme des A6000 de chez Sony. Et honnêtement, je trouve qu'ils ont clairement très bien bossé avec ce nouveau boîtier. Je l'ai testé, vous allez voir, dans pas mal de situations différentes. J'ai même fait des projets pro avec des clients histoire de le tester en conditions réelles. Bref, on va parler de ce petit bijou que j'aime beaucoup parce que il est plus léger, plus abordable aussi, et honnêtement je trouve qu'il fait quasiment aussi bien que ses grands frères en plein format. Alors pour la petite anecdote, en fait j'ai utilisé pendant très longtemps le Sony A6400 qui est entre guillemets son frère de longue date. C'est un peu le boîtier avec lequel j'ai fait mes gammes et pour moi encore à l'heure actuelle, que ça soit en photo ou en vidéo, ça reste quand même un très bon investissement pour se lancer dedans quoi. Donc évidemment quand Sony m'a parlé de ce nouveau boîtier, la 6700, j'ai été hyper chaud. Ok, alors je vais pas trop rentrer non plus dans les specs poussés, mais dans les grandes lignes c'est un boîtier avec un capteur APS-C, ce qui veut dire que le capteur est un peu plus petit que le plein format, qui est on va dire le capteur un peu plus haut de gamme. Donc grossièrement un capteur APS-C est un peu moins performant en basse lumière et aussi a moins de flou d'arrière-plan qu'un capteur plein format. Mais il est plus petit, plus compact et surtout bien moins cher. Et honnêtement que ça soit en basse lumière ou même en flou d'arrière-plan, ça m'a pas choqué tant que ça non plus, alors que pourtant je suis habitué à shooter uniquement avec des capteurs plein format. Donc c'est un boîtier orienté photo et vidéo, bien que pour moi ses specs en vidéo sont bien plus poussés à l'inverse de ses specs photo, qui vous allez voir sont un petit peu standards. Il a un capteur de 26 mégapixels, c'est clairement pour moi le bon mix pour faire de la photo et de la vidéo. Alors vous le savez, sur la chaîne on est plutôt orienté vidéo, donc forcément c'est la partie qui m'intéresse le plus. Et ça tombe bien parce que ce petit là il est équipé, il est un peu costaud là. Donc on peut filmer au rendu réel en 4K 25 images par seconde, donc ça on va dire c'est à peu près la normale. On a aussi de la 4K 50 pour faire du ralenti x2, alors on a un léger crop de 1,04 je crois, mais bon ça se voit quasiment pas. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que dans ce boîtier là on peut aussi faire de la 4K 100 images par seconde, ce qui va nous donner un ralenti x4 et ça vraiment ça fait plaisir. Alors pour le coup avec ce mode on a un crop de 1,5 donc c'est assez un peu costaud, enfin ça va bien quand même zoomer dans l'image, mais honnêtement juste de pouvoir faire ça dans cette taille de boîtier c'est quand même assez impressionnant. Mais clairement quand on veut filmer du sport ou même quelque chose en action, c'est hyper pratique de pouvoir aller au ralenti x4 quoi. Côté codec on en a plusieurs différents, surtout niveau couleur on a le top du top puisqu'il peut filmer en 4:2 10 bits en S-Log 3, soit le meilleur profil d'image pour garder un maximum d'informations dans les hautes et dans les basses lumières. On a aussi tous les profils d'image que propose Sony si jamais on veut pas trop se prendre la tête en post-prod, mais honnêtement avec déjà tous ces specs et surtout tous ces codecs, tu peux couvrir toutes les situations, que ce soit pour tes projets perso et même pour tes vidéos pro. Si on parle de la partie photo maintenant, alors ça fonctionne bien, on peut faire des rafales jusqu'à 11 images en RAW, donc c'est top pour retoucher nos photos. Ils ont également ajouté plusieurs codecs pour choisir le poids de nos fichiers et aussi les informations qu'ils enferment. Bon alors honnêtement il fait le taf en photo, mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus. Ça fait un petit moment que Sony propose quand même une partie photo assez léger, et là pour un boîtier qui se fait photo et vidéo, je trouve que par rapport à la vidéo qu'ils ont vraiment bien amélioré, je trouve que la photo reste assez standard quoi. Par contre j'ai vraiment été surpris par la qualité d'image. Moi qui suis habitué à shooter avec des boîtiers plein format, je m'attendais à une qualité d'image un peu moindre avec justement un plus petit capteur. Et honnêtement j'ai pas vu tant de la différence que ça. Les couleurs je les ai trouvées hyper fidèles à la réalité et ça fait plaisir parce qu'on voit que Sony s'améliore de boîtier en boîtier, notamment sur les teintes de peau. Alors aussi sans rentrer trop dans les explications, mais en vidéo on est sur un suréchantillonnage de 6K vers de la 4K, donc on a clairement une qualité on va dire supérieure. Alors évidemment la qualité de l'image se joue aussi beaucoup grâce à l'objectif, mais quand même c'est important de le préciser, on a quand même un piqué d'image qui est un peu plus supérieur je trouve. Et ouais, en toute franchise je suis assez surpris du résultat, c'est riche, on a des détails dans toute l'image, la gamme dynamique est très bonne, on a beaucoup de détails dans nos images qui sont fortement contrastées, et honnêtement la qualité pour un capteur APS-C ça me suffit largement pour mes projets perso et surtout aussi pour mes projets pro. Alors la gestion des basses lumières maintenant, on a filmé pas mal de plans assez sombres pour un gros projet d'ailleurs qui arrive où je vous partagerai un petit peu ça sur la chaîne. Pour un APS-C il se débrouille quand même très bien en montée en ISO. Évidemment vu que c'est du Sony, c'est là-dessus où ils sont reconnus et là du coup ce boîtier n'y manque pas. Après évidemment je vais pas vous mentir, je suis habitué à mon Sony A7S III de chez Sony qui est clairement le monstre absolu en basse lumière, donc forcément j'ai vu une petite différence, on va pas se mentir. Mais quand même pour un capteur APS-C il se débrouille très bien et tu peux l'utiliser sans souci quand t'as pas trop de lumière, sans avoir peur en fait de dégrader ton image. Avant de vous parler de son excellent autofocus, de la stabilisation et des petits plus que j'ai relevés et aussi des petits moins, vous allez voir, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo qui est personne d'autre que la plateforme que j'utilise le plus en tant que vidéaste, Artlist. Alors c'est tout bête mais une vidéo sans une bonne musique, c'est pas ouf. Et perso toutes les musiques que je mets dans mes vidéos YouTube et les vidéos pour mes clients viennent toutes d'Artlist. Simplement parce qu'il y a tellement de choix que perso je trouve tout ce que j'ai besoin dessus. Alors dans ma manière de bosser, moi j'utilise beaucoup les filtres pour trouver la musique qui me convient le mieux, et j'avoue qu'à chaque fois en quelques minutes je trouve la musique que j'avais en tête ou du moins qui correspond bien au projet. Et ce qui est cool c'est qu'Artlist c'est pas que ça, c'est aussi les bruitages par milliers, c'est des templates de motion design, c'est des vidéos libres de droit si par exemple on n'a pas pu filmer un rush en drone, et le plus important c'est que vous avez qu'une seule licence qui couvre tous les projets vidéo que vous avez, que ce soit pour vos réseaux sociaux, pour vos clients, que
que ça passe à la télé ou simplement pour votre grand-mère. Bref, vous avez les droits à vie et ça c'est quelque chose d'assez rare. En fait, c'est l'outil tout en un que j'utilise perso pour tous mes projets. Donc si Artlist vous intéresse, je vous mets le lien en description. Vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits si vous passez par mon lien et en plus ça aide grandement la chaîne. Après, à vous de voir l'abonnement qui convient le mieux avec ce que vous faites. Donc je vous laisse aller regarder ce que propose Artlist et nous on reprend notre petite vidéo. Ok, parlons de l'autofocus maintenant. Faut savoir en fait que c'est l'autofocus qu'on a sur l'A7R V qui est le meilleur autofocus jamais produit par Sony. Donc c'est excellent. Honnêtement, j'ai rien à dire de plus que ça. Ça trouve son sujet très rapidement, ça pompe pas. En général, quand il voit un sujet, il capte le corps, ensuite la tête, puis les yeux. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a plein de modes de reconnaissance différents avec les humains, les animaux, les oiseaux, les insectes, voitures, trains. On a même avion, donc ça laisse le choix si jamais on a un sujet différent. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut venir loquer le sujet juste en le touchant avec l'écran tactile. Et ça, j'avoue que c'est une fonctionnalité que j'utilise énormément sur les Sony qui marche vraiment très bien. Donc ouais, c'est hyper pratique d'avoir un autofocus hyper performant. Ça permet de se reposer dessus et pas trop se soucier de savoir si le focus va être bon ou pas. Bref, l'autofocus sur ce boîtier, comme tous les derniers récents de chez Sony, c'est une bombe. La stabilisation maintenant rapidement, c'est stabilisé sur 5 axes, donc c'est une stabilisation on va dire assez classique. On a du coup 5 stops de stabilisation sur ce boîtier. Sony en général, ils sont pas non plus les plus réputés pour avoir la meilleure stabilisation, mais sur ce boîtier ça marche bien. On a fait quand même pas mal de plans à main levée et perso pour mon tournage pour un client, j'étais full main levée et ça m'a pas du tout dérangé, au contraire, je trouvais que les plans étaient assez stables. Bon alors après je vous cache pas que forcément dans mes mouvements, je fais très attention à être bien fluide, à rester sur mes appuis, etc. D'ailleurs en faisant ma petite pub, je vous enseignerai tout ça dans mon école de vidéo qui sort en septembre, hein, le lien en description, voilà c'est cadeau. Mais mine de rien la stabilisation, ça marche quand même très bien. On a aussi le mode actif qui nous permet de cropper un petit peu plus dans l'image mais qui va encore plus stabiliser de manière un peu plus électronique. Et ça j'avoue que je l'ai pas mal utilisé et le rendu j'en suis très content. Donc non, ça fait le job, alors ça enlèvera pas non plus le besoin d'un stabilisateur pour des rushs vraiment lisses, mais pour du main levée ça suffit largement. Ok, parlons un petit peu du boîtier maintenant. Il est tout petit et assez léger parce qu'il fait moins de 500 grammes. Malgré sa taille, je trouve qu'il tient quand même très bien dans la main. On a un grip qui est assez profond, ce qui veut dire que ça tombe pas, on n'a pas peur justement de le laisser tomber. Et je trouve que pour le manier à la main, ça marche. Enfin en tout cas moi ça me plaît très bien. Alors évidemment on est sur un boîtier qui est assez petit, donc on peut pas avoir une prise en main non plus qui est parfaite, mais je trouve que pour sa taille, ils ont fait ça plutôt bien. Au-dessus, on a le bouton REC qui me plaît beaucoup parce que du coup c'est en évidence et au moins comme ça on le loupe pas quand on veut appuyer dessus. On a une molette à l'avant et à l'arrière où on peut venir la paramétrer comme on veut. On a également une molette juste au-dessus pour faire passer du mode photo au mode vidéo classique. Et on a la molette, moi qui me plaît beaucoup, qui est juste au-dessus pour changer de mode. Ça permet d'avoir 3 modes différents. Moi, titre d'exemple, le mode 1 était en 4K 25, le mode 2 en 4K 50 et le mode 3 en 4K 100. Ça permet de changer de mode rapidement tout en gardant les meilleurs réglages pour avoir la meilleure qualité possible. Et ça, je vous avoue, quand tu es en tournage un petit peu run and gun, c'est hyper pratique d'avoir cette molette là. Ça te permet d'être beaucoup plus réactif. Côté batterie, ça c'est cool aussi parce que c'est les mêmes batteries Sony classiques sur les plus gros, on va dire, boîtiers. Et c'est des batteries qui tiennent très bien la route. Honnêtement, nous, sur les tournages, on en a utilisé peut-être 2, 3 maximum. En vrai, enfin, même sur une demi-journée, ça suffit largement. De l'autre côté, on a en haut la prise micro, assez classique. On a aussi une prise USB-C, ça nous permet de venir brancher notre caméra et du coup, ça la recharge aussi en même temps. Donc, on peut tenir des heures en train de filmer, ça c'est cool. En dessous, on a une seule slot SD, sauf que c'est une UHS-2, donc ça permet de lier, on va dire, toutes les cartes SD qui sont très rapides. C'est surtout qu'on a des codecs assez gros, donc on est obligé un peu de mettre une carte SD qui envoie un peu. Et en dessous, on a la prise casque et aussi la prise micro HDMI qui nous permet soit de venir mettre un moniteur ou alors d'enregistrer notre menu si jamais on a besoin. Alors honnêtement, c'est sûr, j'aurais préféré avoir une vraie prise HDMI parce que les mini prises HDMI c'est souvent un peu fragile, mais bon, vu la taille du boîtier, je pense qu'on n'avait pas trop le choix quoi. Maintenant, parlant d'une question aussi un peu importante, c'est la surchauffe. Écoutez, j'en ai eu 0, j'ai pas eu de problème avec ça. Je l'ai testé et du coup, il a tenu 1h50 en 4K 25 avant de s'éteindre parce que simplement j'avais plus de batterie. J'ai quand même un témoin de surchauffe qui est apparu vers les 1h20, 30 par là, mais en tout cas, il s'est pas arrêté, il a continué jusqu'à que la batterie s'éteigne. Après, j'ai pas testé en 4K 50 ou 4K 100 en continu, simplement parce que je vois pas l'intérêt de filmer pendant 30 minutes au ralenti. Donc côté surchauffe, j'ai pas eu de problème de mon côté. Par contre, j'ai trouvé que le boîtier chauffe quand même pas mal quand tu l'as dans les mains et du coup tu le sens un peu. Typiquement là pour mon projet pro, j'ai fait une interview pendant pas mal de temps et ensuite j'ai fait des plans à la main et je sentais que le boîtier était assez chaud dans mes mains. Alors encore une fois, il s'est jamais éteint, il s'est jamais arrêté, mais mine de rien, quand t'as un boîtier qui est un peu chaud, même toi t'es un peu plus chaud. Après c'est normal, vu la taille du boîtier, la dissipation de la chaleur est un peu plus compliquée, mais du coup faut le savoir, quand tu l'as en main et que tu tournes pas mal avec, et tu vas avoir un peu chaud, voilà. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup parler des petits plus des boîtiers et aussi des petits moins, et vous allez voir, j'en ai relevé quelques-uns. Ok, premier petit plus qui m'a pas mal plu, c'est le menu vidéo qui est dédié. Ça nous permet de voir directement tous les réglages les plus importants juste avant de filmer, et c'est le menu qu'on a sur la gamme un peu plus cinéma de chez Sony, donc forcément c'est hyper appréciable sur un boîtier comme ça. On a d'ailleurs la possibilité de mettre directement nos propres luttes dedans, donc ça peut être aussi assez pratique quand on n'a pas envie de trop se prendre la tête en post-production. Ah oui, alors pareil aussi sur l'écran, l'organisation du menu quand on filme, et je trouve hyper rapide d'accès. Tout est tactile, donc ça va hyper vite et ça permet de
bien voir entre guillemets tous les réglages. Et si on a besoin de modifier quelque chose, ça se fait en un seul clic. Aussi, on a pas mal de nouvelles fonctionnalités qu'on avait découvert avec le boîtier plein format, le ZV-E1 de chez Sony, notamment avec l'auto-framing. Donc ça, c'est la caméra qui recadre tout seul, c'est un petit plus, mais ça peut être pratique. Alors, on a évidemment pas mal d'autres nouvelles fonctionnalités, mais pour moi, c'était les plus utiles. Les petits moins maintenant, ce boîtier, j'en ai honnêtement pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui m'ont un peu chafouiné, si je peux me permettre. La première, c'est la partie photo, notamment sur la rafale qui est limitée à 11 images par seconde. Ça, honnêtement, c'est vraiment peu par rapport à ce que peut faire la concurrence. Alors après, perso, je fais très peu de rafales, donc 11 images par seconde, ça me suffit largement. Mais ça fait un petit moment que Sony est sur ce palier-là, donc ça aurait été bien d'avoir un peu plus. C'est surtout qu'un boîtier qui se veut photo et vidéo, je trouve que ça fait un peu léger. Mine de rien, la dissipation de la chaleur, ça peut être un peu gênant. Quand tu fais un tournage, que t'as chaud, surtout en ce moment là, ça tape un peu. Le fait que t'aies un boîtier dans les mains qui chauffe, voilà, faut gérer, faut que ton corps gère un peu la chaleur. Je dirais pas que ça m'a dérangé, mais je l'ai senti, donc je trouvais ça important de le notifier. Et pour finir, l'œillère, notamment pour prendre des photos ou même pour regarder ces vidéos, je vais être honnête, je suis pas un énorme utilisateur de l'œillère, donc ça me dérange pas tant que ça. Mais là, j'ai pas eu un ressenti hyper agréable. Déjà, le fait qu'ils soient un peu déportés sur le côté, qu'ils soient un peu plus petits, voilà, je suis pas très fan de l'avoir un peu comme ça, ou en tout cas le ressenti que j'en ai eu quand je mets mon œil dedans, ça m'a pas non plus convaincu, mais voilà, du coup j'ai pas été super fan de ça. Ok, alors parlons du prix maintenant, 1700 € boîtier nu, pour un capteur APS-C c'est quand même un budget, on va pas se mentir que par rapport à la concurrence ça reste assez costaud, mais honnêtement il renferme toutes les fonctionnalités de ses grands frères. C'est un prix qui est très intéressant pour moi parce que je trouve qu'aujourd'hui chez Sony, en termes de prix on n'a pas mieux, et chez la concurrence on a certes peut-être un peu moins cher, mais on n'a pas toutes les capacités. Mais ils n'ont pas toutes les capacités en vidéo qu'il peut faire. Donc personnellement, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix pour un boîtier qui se veut aussi bon en photo et surtout en vidéo. C'est la polyvalence quand on veut faire les deux, et c'est un boîtier sur lequel on peut très bien évoluer jusqu'à facturer des prods à plusieurs milliers d'euros, et c'est ce que j'ai fait, donc je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Ah oui, alors aussi j'en profite pour vous parler du nouveau micro qu'a sorti Sony, c'est le ECM M1, qui inclut 8 modes différents et qui couvre, on va dire, pas mal de situations. Pareil, c'est celui que j'avais en tournage et ça m'a clairement bien plu. Peut-être que je le testerai un petit peu plus en profondeur dans une vidéo dédiée, mais des tests que j'en ai fait, la qualité du son était vraiment top, ou en tout cas j'ai trouvé très intéressant. C'est honnêtement hyper cool de voir la progression de chez Sony avec les boîtiers, on va dire, un peu plus grand public. Aujourd'hui, avec ce qu'ils proposent, tu peux tout aussi bien faire des vidéos de toi, de tes vacances, ou alors même vendre tes prestations à des entreprises ou autres, mais gardez bien en tête que le matos importe assez peu maintenant que toutes les marques sortent des produits d'excellente qualité. Par contre, la technique est bien plus importante, donc si jamais ça vous intéresse, je sors mon école de vidéo en septembre qui s'appelle Vidéas Pro, où je vous partagerai du coup tout ce que vous devez savoir pour faire des vidéos pro ou même améliorer la qualité de vos vidéos. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. La visite.